Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je crois, et je le dis comme je le pense, que le régime algérien devrait faire l'objet d'un véritable examen psychiatrique, effectué par un collège d'éminents psychiatres, pour que nous puissions comprendre enfin ce que sont les stimuli profonds qui agitent ces gens, pour que nous puissions comprendre enfin comment et pourquoi tous ceux qui deviennent membres de ce régime, plus ou moins important, on adopte tout aussitôt toutes les tares, toutes les turpitudes, tout le mensonge systémique. Et croyez bien que je ne suis ni dans l'exagération, ni dans la caricature, ni encore moins dans le cynisme. Ce régime est réellement dans une attitude pathologique, dans sa composante, dans son attitude, dans son discours, dans ses actions, dans les chiffres qu'il communique, dans ses revirements, dans ses professions de foi très contradictoires les unes aux autres, et dans une paranoïa hystérique. Vous seriez tenté de me répondre que c'est un peu le cas de tous les systèmes politiques, qui ne reposent généralement que sur le mensonge, sur la tromperie. Oui, bien sûr, plus ou moins, comme tout système humain par ailleurs. Mais le cas du régime algérien semble tout à fait symptomatique d'une vraie pathologie psychiatrique. Ou plutôt, depuis les derniers développements induits par le Hirak, d'une aggravation fulgurante de ses plus perverses excentricités. Il souffre aussi, très visiblement, d'un déni de la réalité, d'une fuite en avant qui insulte la notion même de pudeur. Quelques exemples pour illustrer mon propos. Monsieur Tebboune, intronisé président de la République par les généraux dans des élections qui se sont distinguées pour tous les Algériens, sans aucune exception, par le boycott le plus massif de l'histoire du pays, et dont personne n'ignore qu'il est un président illégitime, affirme Mordicus publiquement lors d'une interview à un journal français et sans ciller des yeux qu'il est le président algérien le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Le même président, et avant lui, le chef d'état-major qu'il a porté à la tête du pays, contre la volonté du peuple algérien et contre cette révolution populaire qu'est le Hirak, ont qualifié tous les deux ce même mouvement de contestation du régime, un mouvement qui les conteste eux-mêmes, qu'ils ont combattu de toutes leurs forces, dont ils ont emprisonné les leaders, dont ils ont emprisonné les militants, les révolutionnaires, eh bien, ils le qualifient de Hirak el-Moubarak, le mouvement béni. Le même régime dont les revendications du Hirak sont les suivantes que tout le monde connaît, état de droit et non régime militaire, Doula Madaniya Mashi Askariya, transition pour l'avènement d'un état de droit, processus constituant, départ progressif de tous les membres du régime, eh bien, le même régime, et à travers lui, le président, la partie visible du régime, affirme publiquement au même journal français que les revendications du Hirak ont toutes été totalement satisfaites puisqu'elles ont demandé l'élection d'un nouveau président, ce qui n'est pas vrai. Tout le Hirak a refusé les élections présidentielles. Que les Algériens vont pouvoir voter une nouvelle constitution, ce n'est pas vrai.
puisque les seuls relais qui bougent en ce moment pour faire voter les Algériens sont les relais du régime, la presse du régime, et que d'une seule voix, le Hirak, qui est la voix du peuple, est en train de dire non à ces élections truquées par avance. Le même président qui a affirmé publiquement que l'agriculture algérienne a produit pour 2019 25 milliards de dollars de produits agricoles, chose qui a étonné tous les experts, tous les spécialistes et même les fonctionnaires de ce même secteur qu'est l'agriculture. Il a aussi affirmé, très faussement et sans ciller des yeux, que les réserves de change étaient, au moment où il parlait, de 60 milliards de dollars. Sans autre commentaire de ma part. Le même régime qui a créé de toutes pièces une presse à sa mesure, qui l'arrose généreusement quand elle sait se montrer docile ou qu'il réprime durement quand elle passe les limites qui lui sont imparties. Un régime qui jette en prison les rares, très rares, journalistes qui refusent de se faire corrompre ou intimider. Ce même régime a institutionnalisé la journée du 22 octobre, aujourd'hui, journée nationale de la presse. Très fort, heureusement, il a eu la pudeur de ne pas la qualifier de journée nationale de la liberté de la presse. Plus hallucinant, le même président, sorti de la casquette d'un général, qui a qualifié l'un des meilleurs journalistes de ce pays de balance, Khabarchi, d'agent de forces étrangères, qui l'a fait condamner à une peine de prison très lourde, par une justice aux ordres, pour le seul crime d'avoir filmé, sans concession, des manifestations du peuple algérien contre le régime. Ce même président qui lance des injonctions à des magistrats aux ordres pour faire incarcérer des journalistes pour le seul crime d'informer. Ce même président vient de faire une lettre aux journalistes à l'occasion de leur fête nationale. Une lettre dans le plus pur style de la langue de bois des années soviétiques et dont je vais vous lire un tout petit passage sans autre commentaire de ma part. Le président, je cite, « Le président de la République salue le professionnalisme des journalistes dans leur accompagnement de la préparation au référendum du 1er novembre. » Fin de citation. Mais s'il n'y avait que cela, il y a aussi, et très malheureusement, cette attitude très glauque de centaines de journalistes et de correspondants locaux qui commémorent avec les représentants du régime cette journée nationale de la presse algérienne, qui la fête avec limonade des petits fours, pendant que leurs confrères croupissent dans les geôles du régime. Mais sont-ils vraiment leurs confrères? Je vous reproche bien sûr d'avoir arrêté des journalistes, d'avoir arrêté. Je peux vous donner ma parole qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour le fait d'être journaliste. Plus grand respect. Nous avons actuellement dans le pays énormément de journalistes. Journée nationale de la presse. Quelle presse? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons recevoir pour une courte intervention le journaliste Mohamed Iouneron, journaliste Al-Khabar, Saad Bouaqba, journaliste à Al-Khabar, je peux dire ex-journaliste à Al-Khabar, puisqu'il nous dira que ce qui lui est arrivé. Mustafa Benjam'a, rédacteur en chef, Le Provincial. Puis nous recevrons Souheib Khayati, chef de département Afrique du Nord à Reporters sans frontières. Et enfin, nous resterons avec Fatah ici sur le plateau, qui est avec moi, Fatah Titouche.
Et depuis à Alger, Linda Abou et Hassan Mouali, tous deux journalistes. Souhaib Khayati, merci d'être avec nous. Allô, bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté Merci notre pour invitation. l'invitation. Je vous en prie. Alors, RSF, reporter RSF qui avait été violemment pris à partie par le président de la République algérienne, appelons-le comme ça, qui vous a attaqué de vouloir, qui vous a accusé de vouloir déstabiliser l'Algérie en vous faisant le défenseur des journalistes qui ont été incarcérés. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre, Souhaib Khayati? La défense des journalistes et du journalisme fait partie du mandat de Reporters sans frontières. Nous, nos prises de position, les CP qu'on publie se basent sur des faits et il est clair que depuis le déclenchement du Hirak, il y a une volonté manifeste de la part du régime de museler la liberté de la presse. C'est pour cette raison que nous avons à plusieurs reprises publié sur la situation très difficile des journalistes. Donc, je ne vois pas en quoi RSF tente de déstabiliser l'Algérie. Excusez-moi, quelles sont les raisons qui vous permettent de situer l'Algérie à la 146e place sur 180 pour ce qui est de la liberté de la presse? Disons, sur les 4-5 dernières années, en Algérie, les médias libres et indépendants ont été mis à rude épreuve avec des tentatives d'étouffement économique à travers la régie publicitaire qui chaque fois sanctionne les médias libres et indépendants. Plusieurs journaux ont vu leur part publicitaire disparaître parce qu'ils ont été critiques ou disant qu'ils ont une autre version que celle officielle de ce qui se passe en Algérie. Après, il y a eu la vague d'arrestation des journalistes. On peut l'automne de l'année dernière où plusieurs journalistes ont été arrêtés et toujours accusés de collaboration ou d'intelligence avec une force extérieure. Et puis, l'absence totale de liberté éditoriale au sein des médias publics et privés est aussi à déplorer. Toute tentative, la censure aussi des sites d'information critique envers le régime ou qui essaie de faire du journalisme libre et indépendant. Donc voilà. Et puis, il y a le cas emblématique de Khaled Drarni qui est en train de subir un acharnement judiciaire sans pareil sur la base d'un dossier complètement vide. Au fait, le régime lui reproche d'être un exemple pour les journalistes de professionnalisme, un journalisme qui essaie d'être indépendant et impartial, mais la volonté du régime, c'est de dissuader tous les jeunes Algériens qui ont cette vocation, qui veulent faire le journalisme, d'emprunter la voie qu'a emprunté Khaled. Donc voilà. Khaled Drarni, dont je rappelle que RSF, votre organisme, votre ONG, oui, a placardé sur un immeuble un grand portrait, une bâche comme on dit, de Khaled Drarni, un immense portrait. Khaled Drarni, dont M. Tebboune, le président de la République, avait déclaré qu'il n'était qu'une balance, Khabarji, qu'il donne des informations à des forces étrangères,
et qui n'a pas été arrêté, encore moins jugé, encore moins incarcéré pour l'exercice de sa profession, mais pour toute autre chose. D'accord. Donc, il faut dire que le discours du président Tebboune a évolué parce qu'au départ, il l'a qualifié de khabarji et après, il lui a nié la qualité de journaliste. Donc, entre les deux interviews, ça a un peu évolué. Après, qu'est-ce qu'on reproche de Khaled, c'est d'avoir été pendant le Hirak, pendant presque une année, une source d'information fiable pour les médias internationaux et pour l'opinion publique algérienne à travers à travers les réseaux sociaux, à travers ses apparitions médiatiques sur les chaînes d'infos, sur TV5 Monde, pour nommer les choses, pour laquelle il collaborait. Donc, toutes les apparitions, toutes ses participations aux émissions, il n'a fait que raconter ce qui se passe en Algérie face à un régime qui veut contrôler l'information, qui vit avec des réflexes dépassés. C'est clair que ces tentatives agacent et qu'il soit victime d'un acharnement judiciaire sans précédent et sa place n'est pas en prison, mais sa place elle est auprès de ses confrères pour continuer à informer, continuer à couvrir l'actualité en Algérie. Souhaib Khayati, merci pour avoir participé à cette émission. Au plaisir de vous retrouver. Avec nous, Mohamed Iounnoghen, journaliste, Al-Khabar. Mohamed Iounnoghen, merci d'être avec nous. Marhaban bik. Mohamed Iounnoghen. الو اهلا بك سي محمد يونغ. اهلا مرحبا ميرسي جمال بك يا سيدي. محمد يونغ، يعني شعورك في المناسبه هذه تاع اليوم الوطني للصحافه الجزائريه؟ بون سي جمال premièrement هذا l'occasion تاع le 22 octobre, bon, c'est une occasion qui concerne uniquement le pouvoir et les journalistes du pouvoir. Mais les journalistes qui se considèrent indépendants et qui ne sont pas du tout contents de la situation dont ils exercent aujourd'hui leur profession ne se sentent pas concernés par cette occasion. C'est une journée créée par Bouteflika, qui a toujours méprisé les journalistes algériens. Je ne vois pas pourquoi il va leur consacrer une journée nationale, ne serait-ce que pour se distinguer de ce qui se passe universellement. Qu'il y a une seule journée de la liberté de la presse dans le monde entier, c'est la journée du 3 mai. C'est une journée universelle. Je ne vois pas où aller chez Jazair qu'on a une journée spéciale. Mais la journée, oui. Le régime a eu la pudeur de ne pas dire journée nationale pour la liberté de la presse. Il a dit journée nationale pour la presse, de la presse. Mais c'est pas intéressant l'appellation Taha. Mais il y a pas, on n'a pas besoin d'une journée nationale de la presse ou de la liberté de la presse ou peu importe. Nous avons besoin de liberté, point. Nous avons besoin d'exercer notre métier en toute liberté. Il y a une journée universelle de la liberté de la presse. On se contente de cette journée. On célèbre cette journée comme tous les journalistes du monde. On n'a pas besoin de notre journée qu'on nous consacre, que le pouvoir nous consacre une journée à nous. L'Algérie, les autorités algériennes ont tendance toujours à se distinguer du reste du monde. دائما احنا عندنا خصوصيه، احنا شعب عظيم، احنا دائما الجزائري لازم يكون عنده خصوصيه دائما يختلف على باقي العالم، بينما احنا في الحقيقه رانا في مؤخرات العالم في كل شيء. يعني اقتصاديا ما عندناش اقتصاد، حريه الصحافه ما عندناش، on n'a rien de spécial par rapport au monde ولا même لجيراننا. هذا هو. Et comment expliquez-vous, Mohamed Iounnoghen, franchement,
ça a choqué plus d'un, hein, y compris à l'extérieur, y compris à l'étranger. Comment expliquez-vous que la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de la presse algérienne, si on l'en accepte quelques très rares journalistes, comment expliquez-vous ce silence des journalistes qui sont en train de commémorer la journée nationale de la presse avec le limonade des petits fours, alors que leurs confrères sont dans les geôles du régime? Comment expliquez-vous ce silence abyssal concernant les dépassements contre leurs propres confrères, contre leur profession? Comment expliquez-vous, j'allais dire, cette connivence contre eux-mêmes, contre leur corporation, contre l'honneur et la dignité de leur profession? Comment l'expliquez-vous? Non, je ne suis pas d'accord avec vous que ce soit la majorité qui célèbre cette journée avec des petits fours et tout ce qui suit, comme on dit, mais plutôt une minorité, à mon avis. C'est une minorité qui participe à ces festivités. Bon, pourquoi? Vous savez, Bouteflika, c'est 20 ans, hein. C'est pas une année, c'est pas 2 ans. Donc il y a beaucoup, si ce n'est la majorité des journalistes aujourd'hui, qui n'ont connu que l'ère Bouteflika dans la presse. Ils n'ont pas connu l'avant Bouteflika. C'est le journaliste qui a rejoint ou qui a commencé sa carrière en 2000 avec l'arrivée de Bouteflika. Aujourd'hui, il doit avoir 20 ans de carrière. Donc, la majorité des journalistes aujourd'hui n'ont connu que l'ère Bouteflika. Automatiquement, ils n'ont pas d'autres expériences dans la tête ni dans la pratique quotidienne de leur profession. Ils croient que ce genre laisse la presse telle qu'ils la pratiquent eux pendant toutes ces années, pendant ces 2 décennies, c'est comme ça qu'on doit faire. Merci Mohamed Iwannouren, au plaisir de vous retrouver. معنا سعد بوعقبة, éditorialiste à الخبر, avant d'en être remercié. سعد بوعقبة, مرحبا بك, شكرا لقبول الضيافة. اهلا وسهلا. اهلا بك. سعد بوعقبة, فكرنا, الله اعلم اذا مانيش غلط, الخبر باعوك بصفحة ولا بصفحتين إشهار. بطبيعة الحال باعوني بصفحتين إشهار. والمفاوضات تمت بين مستشار الرئيس محمد السعيد وجريدة الخبر، وأبلغت بالقضية، و بطبيعة الحال كان الخيار بين تغلق الجريدة ولا نتوقف. قلت لهم نتوقف، خير ما نتوقف. ثم يعني قالوا لهم هذا بوعقبة قلقنا بزاف، خرجوا علينا ونعطيكم بالمقابل نعطيكم الإشهار. طبعا شانتاج واضح، والقانون يعاقب الشانتاج، وخصوصا في تكون على مستوى مستشار رئيس الجمهورية. والمصيبة أنا قبل تقريبا سنوات، عندما الرئيس تبون كان وزير السكن ونحاوه، حرصوا عليه الصحافة في ذلك الوقت بونشاتو، يعني ندبوا الصحفيين اللي راه يدافع عليهم. دوك يقول من جلوه كما نقولوا حنا، من جلوه وما عطاولوش حتى الحق يدافع على روحه. استنجد بيا، عيط لي، قال لي ها ظلموني وكذا وكذا، ما عطاوليش حتى الحق. وانا بواسطه العمود هذا اللي وقفوه بوقته، وقفوا هذا محمد السعيد بوقته، دافعت عليه وفكيت عليه الحصار. وانا مانيش نادم على انني قمت بواجبي اتجاهه في ذلك الوقت لما كان خارج الحكم. انا سعيد انهم وقفوه في وقته، ودرك وقفوا هذا العمود. والمصيبه ان الامر ما توقفش عند هذا الحد، انهم يوقفون يعني الكتابه بهذه الطريقه التعيسه بعد 50 سنه بدون خطا مهني، يعني اللي نستحق عليه التوقيف. راحوا حتى يمسوا في العائله تاعي، بنتي في لندن، دخلوها في عاود يدخلوها في جوان
يدخلوها في ماي باش ما يروحوش بناتها في قضايا في قضايا تاع التعليم. دخلوها في سبتمبر، داروا لها الحكايه في سبتمبر باش بناتها ما يلقاوش. الان حبسوا القرايه في لندن وما نجموش يدخلوا للجزائر، ما كاش طيران، وبالتالي ضيعوا لبناتها. مش عقوبه لها هي، عقوبه حتى لبناتها. العقوبه لي انا امتدت لبنتي وامتدت لبناتها. هذا المستوى تاع الناس اللي يسيروا في البلاد بهذا المستوى. والمصيبه ان رئيس الحكومه سمع بالقضيه، عيط لي قال لي هل حقيقه ما وقع لبنتك حقيقه؟ قلت له ايه. قال لي معناها ما زلنا ما خرجناش من ممارسه العصابه. قلت له ومتى العصابه غادرت رئاسه الجمهوريه؟ متى غادرت الحكم العصابه؟ وبعد مده ابرق لي SMS صديق شفيق يقول لي عالج الموضوع بالتي. صحيح انا ما ظلموا بنتك، ولكن عالج الموضوع بالتي. واذا كانت تكتب رساله للرئيس انا اتكفل بايصالها للرئيس. قلت له ما نكتبلوش تدخل وما نكتبلوش. وهي الان عالقه في لندن، ما نجمت تجي، ما نجمت تخدم. وبالطريقه هذه راهم يسيروا في البلاد راهم يخربوا فيها. وباهي يسكتوني انا، الرصاص ما يسكتنيش. والمصيبه انا كاين واحد من المسؤولين في الدوله اللي يحترم البوست تاعو، قال عندما سمع بالقضيه قال بالطريقه هذه ما نبنيوش دوله. فعلا اذا كان باش يسكتوني انا يروحوا لبنتي، هذا شيء عار على بعد 50 سنه، بعد الشيء اللي قدمته للبلاد انا وخاصه في المسائل الحيويه. يعني فعلا انا اسف انني نعيش هذا الوقت تاع الرداءه في تسيير الاعلام. يعني فعلا ندمت على انني اخترت هذا الميتي هذا اللي وصل المستوى تاعو الانحطاطي لهذا المستوى. وايضا انا اسف على انني نعيش في هذا المستوى تاع الانحطاط تاع الاداء السياسي. حتى في وزاره الخارجيه الزملاء في وزاره الخارجيه عندما علموا تاسفوا، وهم بطبيعه الحال الموظفين في الخارجيه سواء السفراء ولا القناصله ولا الموظفين تحت رحمه رجال الامن والميليتار الموجودين في المؤسسات السفارات والقنصليات يرعبوا بهم. والان زادوا دخلوا الرعب بواسطه رجال المال والاعمال ورجال. ولكن في هذا السياق سعد بوعقبه، في هذا السياق هذا انا ما نتكلمش مليح العربيه الفصحى للاسف الشديد، لغه اللي نحبها بزاف، ولكن دائما نتفكر هذاك يقول اكلت يوم اكل الثور الابيض، هكا صح مانيش غلط؟ صح. يا هل ترى علاه يعني في الجزائر الناس يستناو حتى نطيع عليهم الضاله على راسهم هما باش يوليو يهضروا؟ علاه مثلا اليوم في الصحافه اغلبيه تاع الصحافه، إن لن اقول كافه الصحافه من غير بعض الاشخاص يعني نبلاء، علاه يعني ضربين النح ساكتين متشوكين ولا قاعدين يقضيو في لي زافير نتاعهم، كل واحد يقول لك تخطي راسي وتفوت. علاه يعني لما تكون كيما هكا يعني دي فيولاسيون اوسي indignes contre des grands journalistes, contre des grands commis de l'État ou contre de simples citoyens، علاه الناس تسكت؟ علاه تضرب النح؟ علاه اليوم الصحفيين اغلبيه الصحفيين راهم يقهروا ويتحقروا ويشوفوا في المعالم نتاعهم ريشه مليار؟ كاين اللي اليوم او يترأس كيما هذه مثلا اللي دارت محسن بالعباس، اللجنه هذه اللي باش تنحي لا لوفي دو ليمينيتي بارلمونتير، هذا سي عفيف، هما اللي قالوا لنا ماناش احنا والنوغن. قال لنا السيد دا ما قداه 100 مليار ولا ما قداه غير في الاشهار. علاش الصحفيين ساكتين لهذه الدرجه سعد بوعقبه؟ علاش يستناو حتى نطيع عليهم الضاله باش يتكلموا؟ هذه هي مصيبه الصحافه، وانا اعتبر نفسي استثناء. انا ما سكتش. انا كنت من الاوائل اللي خرجوا ضد العهده الخامسه مع المناضلين في الشوارع قبل الحراك الوسبو. وانا قمت بدوري في شحذ الراي العام
ضد الفساد اللي راهم يقولوا عليه الان في الدوله. انا اول واحد دينونسا لي كونيناف ولكذا، انا اول واحد اتكلم عليهم في العمود تاعي. المؤسف حقا ان الصحفيين الان ما يحبوش يقوموا بدورهم. يعتقدوا باللي تختراقي وتعدي هذه هي الحل. لا، الحل ان الصحفي الحقيقي هو اللي يكون جزء من محنه بلاده. اذا تعرضت بلاده للمحنه يتعرض معاها للمحنه. انا تسجنت لما كان في التسعينات الناس تموت وتسجن، والان راني ندفع في الثمن. نتمنى انني نتسجن مع اللي راهم مسجونين هذو، لان فعلا السكوت يعتبر كارثه. لان عمليه اسكات الصحفيين وعمليه ابعاد الاعلام عن اقامه دوره الحيوي في كشف الفساد وسوء تسيير البلاد وفي محاربه الاستبداد هو في الحقيقه يضيع على الامه فرصه لتحسين اداء البلد وخروج من هذه الازمه. شكرا. والصحفيين اللي ما يعرفوش هذه الحقيقه راهم يضربوا في الخاطئ. هذه ماهيش انحياز اعلامي ولا ممارسه سياسيه للاعلام، لا، هذا واجب وطني. الفساد ماهوش مقدس، والرداءة ماهيش مقدسة، ماهيش قدر محتوم علينا أن نقبلوه. لا بد من إثارة مثل هذه المسائل، ولا بد من الكفاح، ولا بد من دفع التضحية إذا اقتضى الأمر. شكرا سعد بوعقبة، إلى اللقاء إن شاء الله. ومعنا مصطفى بن جمة, rédacteur en chef Le Provincial. Mustafa Benjama, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Journée nationale de la presse, c'est une journée typiquement algérienne pour la presse algérienne. Alors, votre sentiment sur cette, j'allais dire, commémoration? Je vous dirais qu'actuellement, c'est plus semblable à la journée nationale de la pâtisserie. Parce que soyons réalistes, c'est une journée où il y a au niveau des 48 wilayas, au moins 48 cérémonies officielles, pendant lesquelles les journalistes sont invités, pendant lesquelles les journalistes sont invités à déguster des pâtisseries, à parler de tout et n'importe quoi, sans rien de constructif. J'en connais quelque chose, moi qui étais correspondant local. Je me rappelle très bien de ce que vous êtes en train de nous décrire. C'est exactement comme ça que ça se passe. Où plein de correspondants locaux sont invités et très heureux d'être assis en face du wali pour déguster un café avec lui et parler de tout et n'importe quoi, sauf de travail et de trucs qui peuvent apporter une valeur ajoutée à la profession. Donc, journée nationale de la presse, c'est aussi une journée durant laquelle les autorités judiciaires et sécuritaires en profitent pour la répression. L'an dernier, à titre d'exemple, j'ai été arrêté au lendemain de la journée nationale de la presse pour avoir publié un rapport des forces de l'ordre à propos d'un autre journaliste de Annaba et de moi-même. Un rapport établi le jour de cette célébration pour dénoncer des journalistes dont les écrits peuvent être considérés comme étant subversifs. Donc c'est aussi la journée durant laquelle, je pense, cette année, la veille de cette journée, s'est tenu le procès du directeur de TSA. Oui. Donc, je ne vois pas trop l'utilité de cette journée si rien ne change. Est-ce que vous avez le nombre total des journalistes en Algérie? Les journalistes emprisonnés, vous voulez dire? Non, les journalistes en Algérie, tous les journalistes, ils sont au nombre de combien? Moi, personne ne pourrait vous donner de chiffres. Tebboune nous l'a donné, sauf qu'on ne l'a pas retrouvé. Non, pas vraiment. Tebboune avait donné un chiffre, il avait parlé de 8000 journalistes.
Ça, c'est première, c'est dans l'un de ses discours. Oui. Par la suite, il a parlé de 8500 journalistes un mois ou un mois et une semaine plus tard. C'est-à-dire que même lui ne donne pas les mêmes chiffres et vraiment, je ne pourrais pas croire que le nombre de journalistes a augmenté de 500 En l'espace en l'espace d'un d'un mois. clin d'œil. Mais M. surtout dans Tebboune un nous a contexte- habitués. Vous vous rappelez Non, l'histoire de 25 non, milliards mais de sur- dollars de produits agricoles Oui, en voilà, 2019. exactement. Donc, C'est-à-dire que c'est des chiffres approximatifs. Je ne sais pas d'où il les sort, s'ils sont réels, si on lui a donné réellement ce genre de chiffres. En plus, si on parle de journalistes aussi, il faut pas oublier le fait que nous avons un grand nombre de journalistes dits professionnels, ceux qui portent la carte du journaliste professionnel, c'est-à-dire et qui sont recensés en tant que tels, c'est-à-dire en tant que journalistes. Nous avons parmi ces personnes-là des chauffeurs, des chauffeurs d'agences de presse ou bien par exemple, les chauffeurs de journaux ou bien de chaînes TV ont la carte de journaliste professionnel. Les maîtresses des directeurs des journaux ont la carte du journaliste professionnel. Donc ça fausse réellement les chiffres. Même si on parle des chiffres du ministère, ces chiffres sont faussés. Alors, Moustapha Donc- Benjama, Oui. excusez-moi, ça me fait rire, mais j'ai un peu peur pour vous. Parce que là, si vous avez un peu de pipe, vous pouvez dire adieu. Hein. Je parle en mon nom personnel. Je suis. Oui, je mais suis vous en train savez de comment parler ça en mon nom fonctionne, personnel. comment fonctionne le Schlimblick. Vous savez très bien. Plus ou moins, plus ou moins. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Au contraire, moi, je veux vous encourager à être aussi franc, aussi sincère et aussi courageux. Mais dites-moi, Moustapha Benjama, comment expliquez-vous cette passivité des journalistes? Je ne dis pas tous les journalistes, bien sûr, mais je dis la quasi-totalité des journalistes, puisque les vrais journalistes, ceux qui sont courageux, comme vous, qui disent la vérité, qui s'engagent, quitte à perdre, quitte à se retrouver dans de sales draps, ils se comptent sur le bout des deux mains, sur les doigts des deux mains. Mais comment expliquez-vous cette énorme connivence, cette complicité honteuse de la plupart, si ce n'est de la quasi-totalité de nos confrères? En fait, il y a plein de raisons qui expliquent le silence complice de nos confrères et de nos concerts aussi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de journalistes qui profitent de ce système. Genre, il faut pas oublier que le journaliste algérien est une personne qui est assez proche des responsables locaux et centraux, qui a la possibilité de régler ses problèmes avec le wali, avec n'importe quel ministre, qui a la possibilité d'avoir un entretien facilement avec les responsables et d'obtenir ce qu'il veut. Donc, dans un certain sens, le journaliste est l'une des professions qui profite du fait d'être dans un pays de non-droit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a beaucoup de journalistes qui voudraient faire changer les choses, qui voudraient faire évoluer les choses, qui ne sont pas d'accord, mais qui se taisent quand même. Là, on peut pas aussi leur en vouloir dans le sens où on peut pas obliger tout le monde à être courageux, tout le monde à s'investir, tout le monde à être militant. Donc certains ont peur et on ne peut pas en vouloir. Oui, mais c'est une profession, Moustapha. Elle a son Justement, éthique, son code de déontologie. Non, justement. Déjà, la première des choses, le code de la déontologie, on ne le voit pas trop sur le terrain. Oui. Que ce soit au niveau des médias publics ou privés, c'est la même chose. Le code de la déontologie est quasi inexistant. Autre chose, ils ont vu beaucoup d'exemples. On a eu beaucoup d'exemples de journalistes qui se sont impliqués, qui se sont donnés à fond, qui ont voulu faire évoluer les choses, qui n'ont fait que leur travail, qui ont respecté l'éthique, la déontologie, leur conscience professionnelle et qui se sont retrouvés seuls contre un système qui a le pouvoir de broyer n'importe quelle entreprise et n'importe quelle personne et n'importe quel groupe d'individus.
Donc, ils ne veulent pas subir les frais, surtout que actuellement aussi, avec la crise économique et financière qui frappe de plein fouet la profession, tout le monde est remplaçable et il n'y a pas de journaliste qui pourrait être, ou bien de médias qui pourraient être irremplaçables. Alors, Donc, en très peu de mots, parce que nous devons un peu avancer. Moustapha, je rappelle que vous avez été arrêté, que vous avez été ennuyé, que vous avez subi beaucoup de répression. En ce moment, ça va, il n'y a pas trop de problèmes? bah, j'ai 4 procès pour le mois d'octobre, mais si mis à part ça, ça va bien. Merci beaucoup, Moustapha Benjama, au plaisir de vous retrouver. Et nous retrouvons donc Fatih Titouche, Linda Abou et Hassan Mouali. Fatih Titouche, alors, commentaire d'abord de ce que vous venez d'entendre par les uns et les autres. Déjà, bonsoir. Et merci Bonsoir. pour Je l'invitation. pensais vous avoir Non, si, mais moi je dis Alzheimer, bonsoir je vais vous confirmer. aux Algériennes et aux Algériens qui nous regardent. Donc, effectivement, après, moi je suis tenté en fait de parler un peu de l'historique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Journée nationale de la presse. Oui. Alors qu'à côté, il y a Journée mondiale de la liberté de la presse. Exactement, je l'ai dit tout à l'heure. Et je crois que le fait d'avoir décrété cette journée, le jour, c'est Bouteflika qui décrète oui. le 22 octobre comme journée nationale de la presse, oui. Le 3 mai, lors de la journée mondiale de la liberté de la presse. C'était déjà un coup fatal sur ce qui est notre combat. Il l'avait décrété le 3 mai. Il l'avait décrété le jour de la journée mondiale de la liberté de la presse. Il a voulu avoir sa journée à lui. Et donc, du coup, il leur dit je profite pour décréter cette journée, le 22 octobre, comme journée nationale de la presse, et pas de la liberté de la presse, alors que partout ailleurs, on parle plus de la liberté de la presse que de la presse. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une presse, mais qui n'est pas libre. Exactement. Donc, du coup, il peut y avoir une presse nationale. Ils ont été honnêtes à et donc, du coup, des journalistes qui vont avoir leur journée, comme le disait l'ami Moustapha Djema. Voilà, c'est une journée de la pâtisserie. Après, j'ai envie de dire, c'est un sujet très... Normalement, même dans un pays démocratique, en fait, le sujet sur la liberté de la presse est un sujet... avec beaucoup d'enjeux, des enjeux politiques, des enjeux civilisationnels même. C'est des questions qui ne sont pas réglées, même dans des pays très démocratiques. D'ailleurs, les rapports de Réseaux sans frontières en disent long, par exemple, sur la liberté de la presse en France, qui est classée, je ne sais plus, cette année, mais je me rappelle que j'avais regardé pendant les élections de 2017, où ils étaient dans les environs de la 35e, 36e place mondiale, dépassée par beaucoup de pays dits sous-développés par rapport à J'ai la le France. classement ici. À cause notamment, par exemple, d'un des points que à la Cour européenne des droits de l'homme ou la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils ont des critères justement sur la liberté de la presse. Et la France, par exemple, notamment, elle est tout souvent mise en cause par rapport à un des articles justement de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est quand des groupes industriels en fait monopolisent les médias. En France, effectivement, par exemple, il y a quelques familles qui à peu près 9 de la ou 10 quasi-totalité familles de la qui disposent de 90% de l'audience ou presse. 80% de l'audience, et donc du coup il y a des pressions, du lobbying, etc. Donc même dans un pays démocratique et de droit, c'est un quasi-monopole, en fait. Exactement, et ça a permis, certains analystes politiques ont dit que ça a permis, par exemple, au président Macron de devenir président, contrairement à la tradition française, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient de la société civile, entre guillemets, qui est un fonctionnaire qui arrive et du jour au lendemain, il est devenu président, alors que tous les présidents ont un passé politiques, militants, connus par le peuple, qui font un peu et qui sont déjà élus au moins localement, etc., avant d'arriver au poste de président de la République. Donc cet enjeu-là, pour dire que le travail est énorme, hein, pour en arriver à avoir justement des médias qui vont faire en fait le véritable rôle, c'est-à-dire des médias, c'est être les intermédiaires entre les courants politiques qui traversent les sociétés, dont leur rôle premier qui est la pacification des rapports sociaux, c'est-à-dire à travers justement, parce que la liberté de la presse est liée à la liberté d'opinion aussi, et la liberté d'expression, c'est-à-dire à travers ça, à pacifier les rapports entre les courants politiques, à être les relais, à être aussi les serviteurs des citoyens pour informer, pour
critiquer parce que moi je ne crois pas à une presse dite neutre. J'entends souvent ce discours de le journaliste ne doit pas avoir d'opinion politique. Moi je crois plus aux journalistes honnêtes, c'est-à-dire qui ont effectivement... Qui ne cachent pas ses convictions, voilà, à la limite, qui les affichent. Sont honnêtes, qu'ils les cachent, ça ne me dérange pas, mais qu'ils ne diffament pas, qui ne disent pas de mensonges, qui ne... Voilà, dans la presse occidentale, même si nous savons tous en effet que ce n'est pas aussi rose qu'on le dit, même si on sait que, comme en France, quasiment toute la presse n'appartient qu'à quelques familles, mais il y a un tant soit peu de déontologie, d'éthique, y compris au sein des journalistes, qui n'acceptent pas tout, qui ne se soumettent pas à des choses absolument atroces. Qu'est-ce qui fait que dans le pays, les journalistes algériens, dans leur quasi-totalité, j'assume totalement ce que je suis en train de dire, parce que je connais bien ce milieu, hormis quelques rares journalistes courageux, la plupart sont entrés dans le rang et ne bronchent pas, ne bougent pas une oreille. Si ce n'est pas, encore pire, si ce n'est pas qu'ils font la propagande du régime, comme vient de le dire M. Tebboune aujourd'hui même dans sa lettre aux journalistes à l'occasion de cette journée, où il dit « Nous remercions les journalistes professionnels qui sont en train il ne dit pas la couverture, qui sont en train d'accompagner la campagne électorale pour le référendum. » Je suis tenté de vous dire, et que pensez-vous des magistrats alors? Je pense que c'est l'effet système. Quand les magistrats ont beaucoup plus de pouvoir, on est d'accord, que des journalistes. Les magistrats sont quand même les gens qui connaissent leurs droits, parce qu'ils sont là à statuer justement sur ce qui est la loi, ce qui est le droit des citoyens, etc. Même en étant dans cette position-là, ça n'empêche pas que les magistrats, en fait, excusez-moi pour l'expression, se couchent quand il s'agit de pression, quand il s'agit moi, à la limite, voilà. les magistrats, je comprendrais. Moi, je connais des magistrats où, en privé, quand vous parlez au téléphone, il va vous dire ces choses-là, je ne peux pas vous parler au téléphone. Et puis, vous le rencontrez, il vous dit, parce que nous sommes sur écoute. Nous sommes écoutés dans nos conversations constamment. Et donc, du coup, il y a tout un service qui contrôle ce que nous disons, ce que nous faisons, nos moindres pas. Et les journalistes, c'est un peu pareil aussi. À un moment donné, quand il y a un effet système, vous avez... Il y a aussi un effet corruption. Bien sûr. Par exemple, je parlais tout à l'heure des articles, justement, des critères qui font que dans un pays, on va juger que la liberté de la presse est respectée ou pas. Il y a aussi les pressions financières et fiscales, etc. Absolument. Et les menaces de journalistes. Les menaces, et de l'autre côté, à la carotte. Voilà. Donc, du coup, en Algérie, on a à peu près tout. Si je vous les cite, franchement, il y en a un ou deux points qu'on ne peut pas caractériser, mais on a à peu près tous les points l'effet qui système, sont violés. comme vous dites. Voilà. Alors, Linda Abou, journaliste à Radio M, l'un des rares médias qui a réussi à rester libre malgré tout ce qu'on lui a fait subir. Linda Abou, merci d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, Linda, d'abord, votre sentiment sur cette journée nationale de la presse? Franchement, je n'ai aucun sentiment par rapport à cette journée. Que moi, je ne la fête pas. Je ne me sens pas concernée par cette journée appelée journée de la presse, même pas journée de la liberté de la presse. En plus, je rejoins mes confrères qui en parlaient avant. Je ne vois pas l'utilité de cette journée puisqu'il y a la journée de la liberté de la presse le 3 mai, la journée mondiale. Donc l'utilité de cette journée, franchement, que Bouteflika a décrété, pour moi, elle n'a aucune utilité, elle n'a aucun sens, notamment cette année. Pour moi, une journée de la presse où il y a un journaliste indépendant qui est Khaled Dararni, condamné à 2 ans de prison ferme, pour moi, je ne peux pas fêter cette journée avec l'incarcération de Khaled Dararni. Je ne peux pas la fêter parce que les 2 sites pour lesquels j'écris, Maghreb Émergent et Radio M, ils sont censurés depuis le mois d'avril d'une façon très arbitraire. Je ne peux pas la fêter ou me sentir concernée par cette journée parce que juste avant 2 jours, 2-3 jours, disons,
le site Al-Bilad et le journal Al-Bilad, ils ont été censurés, même si ce sont des journaux qui n'ont pas une ligne éditoriale indépendante, disons. Mais ils ont été censurés pour une publication Facebook qui a été attribuée à ce groupe médiatique, et ce n'est même pas vrai. La vraie source n'était pas le Biled, mais le journal a été censuré comme ça, d'une manière très arbitraire. Vendredi soir, ils partent pour imprimer le journal, il n'est pas imprimé. Le site, il est censuré, ça ne marche qu'avec le VPN ou à partir de l'étranger. Donc, je ne sais pas comment parler de liberté de la presse. Et ça, la liste est très longue, donc je ne peux pas tout citer. La liberté de la presse vit, à mon avis, c'est une période très difficile, une période même noire. Donc, parler d'une journée de la presse, ça ne me dit pas trop. Mais en plus de vous censurer comme ils l'ont fait pour Maghreb Émergent et Radio M, en plus de vous mener la vie difficile, de vous rendre le plus invisible et le plus inaudible possible, quelles sont les relations que le régime entretient avec des médias qui, comme les vôtres, essayent d'aller à contre-courant? Franchement, la relation est tendue. Nous n'avons pas de publicité, des intimidations, des convocations pour les journalistes et les dirigeants de ces médias-là. Les invitations qu'on lance aux partis politiques, beaucoup de gens nous disent que nous sommes un média d'opposition. Or, ce n'est pas vrai. Nous sommes uniquement un média normal dans un autre média monde honnête. idéal. Un média qui fait juste son travail, parce que donner la parole à un opposant, ça ne fait pas de nous un média opposant. Oui. Dans un monde idéal, comme je vous ai dit, on donne la parole à tout le monde, et c'est ça notre travail à la base. En plus, je rejoins aussi ce qu'a dit Fatah. Moi, je suis contre ceux qui parlent beaucoup d'objectivité, mais je préfère parler d'intégrité. L'intégrité, pour moi, c'est plus important que l'objectivité. Et dans les pays où il n'y a pas de démocratie, dans les pays où il y a des dictatures, pour moi, les journalistes et les médias ont un rôle pour l'installation d'un état de droit et la démocratie, en parlant et en faisant la promotion des droits et des libertés. Et quelle est l'attitude... Oui. Pardon, allez-y, poursuivez, pardon, je vous en prie. Oui, revenons à Radio M, voilà, nous, on invite les gens, disons, du pouvoir, mais ils n'acceptent pas nos invitations, pour dire après que nous sommes un média d'opposition, on est intimidés, nous les journalistes, nous n'avons pas de publicité, nous sommes censurés pour rien, pour un article d'opinion. Voilà, donc tout ça nous arrive. Quelle est l'attitude de vos confrères? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils sont à vos côtés? Est-ce qu'ils dénoncent ce que vous êtes en train de subir? Beaucoup nous soutiennent, mais beaucoup ne dénoncent pas publiquement. Ah, ils vous soutiennent entre potes lors d'une petite causerie comme ça au café du coin, quoi. Oui, parce que il y a vraiment une ambiance de terreur, il y a une peur, les journalistes, ils sont mal payés, ils n'ont pas le choix, disons, c'est ce qu'ils disent, les journalistes qui ne peuvent pas être solidaires avec nous ou avec les autres sites, parce qu'il n'y a pas que Radio M et Maghreb Émergent qui sont censurés, il y a beaucoup de sites algériens aujourd'hui qui le sont. Ouais. Mais voilà, donc c'est quelque part la situation socio-économique des personnes qui les laisse réagir ainsi. Après, il y a un petit groupe de journalistes qui est toujours là, c'est pratiquement toujours les mêmes, qui prennent le risque, qui sont solidaires à chaque fois lorsque c'est une cause juste. D'ailleurs, ce n'est pas à l'occasion de cette journée de la presse, mais je tiens vraiment à rendre hommage à Mustafa Benjama, qui est passé tout à l'heure avec vous. Oui. Mustafa Benjama, c'est un journaliste qui subit beaucoup de pression, beaucoup d'intimidation, qui a je ne sais pas combien d'affaires en justice, qui souffre vraiment avec le pouvoir algérien, mais qui ne rate jamais l'occasion de soutenir les causes justes.
À chaque fois, Je c'est confirme parmi avec vous. Je les confirme. premiers qui lancent parmi les premiers journalistes qui lancent les initiatives. Donc voilà. J'espère que son on n'est cas pas va nombreux. faire. Va donner à réfléchir à beaucoup de nos confrères qui sont dans l'ombre, comme on dit. Je le dis à chaque fois, en fait, même nous à l'intérieur de notre secteur, le secteur de la presse, il nous faut un hirak, il nous faut une révolution déjà à l'intérieur de la presse pour pouvoir changer, parce que vraiment c'est un secteur qui vit beaucoup de problèmes, des problèmes très très profonds. Alors nous allons demander à Hassan Mouali. Hassan, merci d'être avec nous. Hassan. Allô, bonsoir, salut Jamal. Bonsoir Hassan. Alors justement, Linda Abou vient de nous dire quelque chose de très intéressant. Il faudrait un hirak dans la profession. Ça vous inspire? Écoute, j'en ai parlé il y a à peu près 5 mois. Bien sûr oui, il nous faut un hirak mental au niveau national et un hirak spécifique à la famille de la presse pour opérer sa mue, opérer sa petite révolution. justement Hassan, نبداوها من التالية من الأخرى كما يقولوا. Comment peut-on expliquer cette passivité, pour ne pas dire cette connivence, de la quasi-totalité de nos confrères qui se couchent, pour dire les mots comme ils sont? Comment expliquer cette malheureuse complicité, cette connivence? En fait, je ne sais pas, bon gré, mal gré, ils dépendent tous de la petite page ou deux pages de la NEP. Donc, sans ça, il y a 70% des journalistes, si ce n'est pas plus, doivent disparaître parce que ce ne sont pas des projets éditoriaux, ce sont des feuilles de chou comme ça. On a créé des petits journaux pour diluer un peu le secteur des médias. Donc, on va dire que le pouvoir a créé sa clientèle médiatique. Oui, mais ça, c'est les patrons de presse, c'est eux qui empochent mais les journalistes, ceux qui travaillent dans ces journaux, ou dans ces radios, dans ces télés, pourquoi n'ont-ils pas plus de réactivité par rapport à cet éteignoir, cet étouffoir qui a complètement altéré leur profession? Je n'irai pas jusqu'à dire que la majorité des journalistes sont acquis au pouvoir et qu'ils se laissent faire et tout ça, bien au contraire. Mais actuellement, il faut savoir que la pratique du journalisme en Algérie est devenue beaucoup plus alimentaire que professionnelle. C'est-à-dire, on travaille pour gagner un salaire aussi minable soit-il, mais il faut bien travailler, il faut gagner, il faut bien ses enfants. Donc on travaille comme on travaillerait dans un chantier de bâtiment ou vendre de la pastèque dehors. C'est un peu ça. Je crois qu'il y a un affaissement moral et intellectuel de la profession. Donc, moi, je dirais simplement qu'il faut réinventer le journalisme en Algérie, parce que les plumes qui osent, les journalistes éveilleurs de conscience n'existent plus. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc, je suis d'accord avec vous que le climat actuel, c'est une détresse, tout simplement, un constat de détresse et de désolation dans la corporation. Même du temps de Bouteflika, on n'a pas vu cet aventrisme, y compris des journaux qui étaient jusque-là plus critiques, qui offraient des tribunes de libre expression. Et aujourd'hui, malheureusement, par la force du sondage à la publicité, les patrons, comme tu le dis si bien, Jamal, leur principal objectif, c'est de garder plus ou moins leur matelas financier, donc assurer un peu des revenus auxquels on les a appuyés depuis de longues années. Mais les journalistes, je crois qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est pour ça qu'il s'est développé un phénomène nouveau en Algérie dans la corporation, c'est le multisalariat. Un journaliste qui travaille dans 4, 5, 6, voire 6 ou au plus petits journaux. On écrit un article et on le multiplie par 5. Parfois, on oublie même de changer des signatures. C'est un drame. C'est du non-professionnalisme. Mais voilà, c'est tout ça pour faire un petit peu pour arriver à joindre les deux bouts, à avoir un salaire plus ou moins correct. Maintenant, demander à un journaliste qui pratique comme ça son métier de défendre la démocratie, de défendre les idéaux de la République, je crois que c'est trop lui demander, tout simplement. Donc, et puis, il y a la nouvelle génération de journalistes qui ont appris non pas le b.a.-ba du métier, mais le b.a.-ba de comment gagner plus. Voilà. C'est pas comment défendre la profession,
comment Le b.a.-ba de comment raser les murs et comment raser les murs, et comment se taire, se remplir la comment poche s'offrir- tranquillement. Voilà, comment s'offrir des cadeaux des entreprises ou des institutions, comment avoir l'occasion de serrer la main à un ministre ou à un haut responsable, parce que pour certains, connaître un ministre, c'est déjà prestigieux. Alors que c'est le contraire qui devait avoir lieu, c'est-à-dire un journaliste, il doit être craint. Il doit être craint comme le Donald Trump. Du moins de la part des commis de l'État indélicats. Absolument. Mais absolument. Hassan, nous sommes un quatrième pouvoir. Nous sommes censés. Nous sommes censés. Mais Hassan, est-ce que vous êtes au courant que le président Tebboune aujourd'hui doit remettre le prix, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, doit remettre le prix du journalisme professionnel à quelqu'un aujourd'hui? Vous êtes au courant? Oui, naturellement, je sais, parce que c'est pas nouveau. Moi, c'est pas ma fête, c'est pas ma journée. Ma seule journée, c'est le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté d'expression. Et en Algérie, c'est pas nouveau. Moi, je l'ai dénoncé quand Bouteflika l'avait institué il y a à peu près 4 ou 5 années de ça. J'étais contre parce que moi, je suis très attaché aux idéaux de notre révolution, la première révolution de novembre 54. Alors, quand vous me dites le 22 octobre de chaque année, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'arraisonnement de l'avion du FL qui transportait les dirigeants du FLN, Moustapha Hussein Ahmed, Khider Ben Bella, à cette même date, le 22 octobre 1956, du Maroc jusqu'à la Tunisie, et l'avion a été arraisonné par les forces coloniales. Bon, il paraît qu'il a été vendu par les services marocains. Voilà ce que ça évoque pour moi. Il ne saurait en être autrement. Je ne peux pas juxtaposer cette date à cet événement, un événement bidon, à savoir la Journée nationale de la liberté. Et restez avec nous, Hassan, je reviens à vous dans un moment. Titouche, le pauvre malheureux qui va recevoir ce prix de Monsieur le Président de la République aujourd'hui, le prix du journalisme professionnel, vous vous mettez un peu à sa place, celui qui va recevoir ce prix? Oui. Il va être marqué à vie. C'est ça. Réellement, il aura reçu le prix de la Chita, comme on le dit, parce qu'il aura été reconnu comme le meilleur serviteur en fait, du pouvoir. Comme on dit, les 30 deniers de Judas ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, on parlait de quatrième pouvoir, etc., et comment ça devrait être le quatrième pouvoir. Je pense que ça, c'est une véritable question que tous les journalistes, même les politiques, parce que c'est quand même... Comme je le disais tout à l'heure, la liberté de la presse, la liberté d'expression, les médias en général, c'est un enjeu politique majeur. Ça doit intéresser toutes les formations politiques parce qu'on peut avoir une liberté de la presse, comme j'ai cité l'exemple de la France, qui va servir des intérêts particuliers de groupes industriels, etc. Et tout. Donc nous devons être supérieurs à ça parce que nous avons cette expérience, nous pouvons la regarder. Nous pouvons regarder d'autres pays, tels que par exemple la Suisse ou la Belgique, qui sont beaucoup mieux placés que la France, qui ont installé ce qu'on appelle le Conseil national de déontologie. C'est des conseils qui... parce qu'en fait, la difficulté, c'est quoi? C'est que comment respecter la liberté d'expression et de la presse, c'est-à-dire jamais l'entraver, et aussi se protéger contre les lobbying, les groupes industriels et l'influence. Parce que Vaste programme. Voilà. Vaste et donc, programme. du coup, c'est pour ça qu'ils tentent tous de ne pas mettre un tribunal ou un journaliste parce qu'il s'est trompé ou il a été imprécis, il va se retrouver à payer des amendes, etc. Mais un conseil déontologique qui fonctionne par simple... avertissement et déclaration, ou par exemple quand un politique a été diffamé, il alerte, puis il y a un avertissement public qui oblige le média à se contredire en gros publiquement et donc à se discréditer, ce qui crée une sorte de cercle vertueux dans la presse. On est loin de toutes ces questions-là. Même si on doit sortir un peu du sujet, pourquoi est-ce que les journalistes ne pourraient-ils pas réfléchir pour sortir de ces carcans que vous décrivez, celui de l'argent ou celui de la pression générale politique, et surtout de l'argent, pourquoi les journalistes ne pourraient-ils pas fonder des sortes de coopératives, que le journal appartienne à ces journalistes et non plus à la force de l'argent, ni à la force politique, ni au pouvoir politique? Est-ce qu'il serait interdit de rêver
à transformer tous ces journaux, toutes ces télés en coopératives qui appartiendraient à ceux qui font l'information, à ceux qui y travaillent, et avec un conseil d'éthique, avec une façon de voir les choses, de se prémunir justement contre les abordages des uns et des autres. Moi, je suis plutôt d'accord avec Hassan. Je pense que c'est très compliqué parce que je ne sais plus quel philosophe, si c'était Heidegger, qui disait « ne peut parler de vacuité celui qui a le ventre creux ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de grandes questions comme ça quand on a une préoccupation un peu prioritaire, c'est-à-dire de manger, de faire manger ses enfants. Donc ça, c'est déjà très problématique. Donc du coup, pour se retrouver dans cette situation-là, de se dire « je peux me sacrifier », et on ne peut pas construire en fait un état de droit et une grande nation parce qu'on a en fait des héros. Les héros, c'est connu, c'est quelques personnes, quelques dizaines, une centaine de personnes, et on ne peut pas. Donc du coup, il faut un travail d'ensemble. Il faut qu'il soit soutenu, il faut qu'il soit poussé. Mais les héros, généralement, ils émergent de... Après, oui, il y a ce qu'on appelle les minorités agressives. Ça existe, et c'est les minorités agressives, mais au sens, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans un sens très actif, etc. Et tout. Je pense qu'il y a des journalistes. Moi, j'en ai identifié au moins une dizaine ou une vingtaine de journalistes dont le professionnalisme est la première qualité, dont l'engagement, le courage. Linda a cité quelques-uns, on peut en citer d'autres, etc. C'est vraiment des gens qui galèrent à cause de ça, de leur engagement, mais quand même, ça donne un peu espoir que cette équipe résistants, hein. Exactement, exactement. Et il y a lieu de parler de résistance justement parce que aussi, il ne faut pas se mentir, quand on fait un métier, quand on n'aime pas le métier, c'est quand même un cauchemar de vivre sa vie à faire un métier qu'on n'aime pas. Et quand on le fait mal, on ne s'aime pas soi-même. On sait qu'on ne s'aime pas, même ces gens-là qu'on traite de entre guillemets, collabos, etc., qui travaillent avec le régime. J'imagine qu'ils ont la vie dure parce qu'à un moment donné, il y a quand même des événements qui les rappellent que ça ne marche pas. Eux-mêmes sont maltraités après avoir servi le pouvoir. Ils finissent toujours très mal. Ils finissent toujours très mal. Donc du coup, voilà, il faut une prise de conscience générale. Et je pense que ça doit venir aussi Il faut que les politiques, parce que c'est quand même les politiques, c'est le moteur des sociétés. Il faut que les politiques s'emparent de ce sujet et ne pas le laisser à de simples journalistes ou à des journalistes comme Hassan Mouali, Linda, Jafar ou tous ces journalistes-là. OK, ils font leur travail, mais ne leur demandons pas de faire plus que ce qu'il faut. Absolument. Déjà qu'ils existent, déjà qu'ils arrivent à résister et à nous fournir de l'information, c'est déjà pas mal. Un politique, un député, des gens qui sont un peu plus protégés que ces journalistes-là doivent s'emparer de ce sujet-là, doivent soutenir, doivent pousser les gens à les soutenir, doivent adresser des messages politiques très clairs pour soutenir tous ces journalistes-là. Et ça commence comme ça, en fait. Si vous vous rappelez, moi j'ai vu ça, j'ai remarqué. Je ne peux pas dire que ce n'était pas sincère, y compris des journalistes qui travaillaient Choroq, Nahar et El Biled, quand on a ouvert les vannes et on leur a dit « parler de la révolution », je pense qu'il y avait des journalistes qui ont pleuré sincèrement. Parce que peut-être que pendant 2-3 semaines, ils ont exercé leur métier. Ils ont subi une pression extraordinaire sans pouvoir aller au charbon. Exactement, ils ont exercé leur métier en se disant aujourd'hui ou pendant 3 semaines, nous sommes de véritables citoyens. Nous faisons et de véritables journalistes. Exactement, et nous faisons ce que nous aimons. Moi, j'ai vu de la sincérité, franchement. C'est vrai. Après, voilà. C'est vrai. Alors, avant de vous libérer, parce que nous avez demandé de vous libérer, parce que vous avez une réunion importante, j'aimerais vous poser une question qui vous concerne en particulier, puisque vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde parle de journalisme citoyen. Ce sont des gens qui informent, qui débattent, qui se lancent, qui appellent, mais d'une façon absolument extraordinaire, et dans tous les domaines. C'est vraiment multimédia, dans la vidéo, dans le texte, dans la photo. C'est incroyable. Et ce réseau, et ces réseaux sont en train de compenser incroyablement bien la carence médiatique ordinaire. Nous ne l'avons pas inventé, hein. Même dans des pays très démocratiques,
Ça a commencé à se faire justement parce que voilà, il y a des enjeux politiques majeurs dans ce qui concerne les médias. Donc du coup, les citoyens commençaient à faire ça, ce travail-là, pour se dire on sera des médias alternatifs, on essaye de se protéger. Puis après, il y a des politiques justement liés à des groupes industriels tels que, je vais citer l'exemple de la France parce qu'on parle d'un sujet général où, par exemple, on essaye de dire qu'il faudra combattre les fake news, etc. Et c'est sous ce prétexte-là, on va essayer en fait de réduire la liberté d'expression finalement et la liberté de la presse. En Algérie, je pense que tout le monde joue le même rôle, hein, qu'on soit journaliste, qu'on soit simple citoyen, ingénieur, architecte ou quel que soit ce qu'on fait. En fait, nous vivons un moment crucial de l'histoire de notre pays et à ce moment-là, nous essayons tous de faire passer un message, nous essayons tous de contribuer à notre manière pour que, justement, pas nous, hein, pour que des générations à venir trouvent un pays digne du nôtre, qui est un pays continent. Voilà. Alors, Hossein vient de me dire à l'oreillette que vous ne partez pas, que vous restez avec lui, que vous partez ensemble. Ouais, donc, je suis content que vous restiez avec nous. Alors, avant de revenir vers Linda Abou et Hassan Mouali, nous allons écouter un petit passage de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi. Je n'en dis pas plus, écoutez-le, mais écoutez-le bien. Écoutez. Inch'Allah, نبنوا دولة كما حبها بيان أول نوفمبر أن تكون ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. أخواتي إخواني، نقول لهم في أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة. نقول لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. Sans commentaire, Linda Abou, d'abord sur cette question que je viens de poser à Fateh qui concerne les réseaux sociaux. Donc je rappelle que vos deux médias, les deux médias dans lesquels vous travaillez, dépendent quasi intégralement. Qu'est-ce que vous pensez des réseaux sociaux, du rôle qu'ils jouent et de ces nouveaux journalistes qui investissent la scène politique et médiatique, les journalistes citoyens? Oui, le journalisme citoyen, c'est un nouveau concept, c'est qui fait objet de plusieurs études, même dans les différentes universités. Mais je dis, c'est bien d'avoir le journalisme citoyen. C'est une nouvelle source qui aide le journalisme classique, disons, ou le journalisme tout court, pour l'accès à l'information. Donc, moi, je les appelle beaucoup plus des lanceurs d'alerte. Mais après, le journalisme, dans sa définition classique, reste quand même du journalisme. C'est le journaliste professionnel. C'est plus professionnel. Un journaliste vérifie l'information. Un journaliste pense au service public. Donc, il y a le professionnalisme qui va avec, et pour les réseaux sociaux, actuellement, on ne peut pas se mentir, déjà l'audience qui vient à nos médias, c'est principalement à travers les réseaux sociaux. Donc c'est un canal qui aide la presse électronique, pas uniquement en Algérie, mais partout. Et le deuxième truc, c'est une source d'information. Sauf que on a le problème de soit l'exclusivité, et dans son côté positif, ou la fake news dans son côté négatif. Donc, beaucoup de journaux, beaucoup de sites électroniques, sites d'information, tombent dans le piège de la fake news parce que l'information, elle est là, sur les réseaux sociaux, il faut faire vite, il faut reprendre, il faut donner l'information en premier, sans vérifier. Donc, c'est un défi. Par exemple, nous, à Maghreb émergent, on a choisi pendant plusieurs années, mais c'est encore le cas. Il faut d'abord confirmer l'information
quitte à ce qu'on publie les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, mais il faut vraiment confirmer cette information parce que c'est le piège dans lequel beaucoup de sites électroniques, beaucoup de sites d'information sont tombés. Donc c'est bien d'avoir un journalisme citoyen, mais le journalisme professionnel, c'est la base. Voilà. Il est irremplaçable. Parce que parce que on confirme, parce qu'il y a toute une équipe professionnelle derrière, parce qu'il y a des gens qui vont assumer la diffusion de cette information, parce qu'il y a l'analyse qui va suivre après, parce que voilà, donc c'est professionnel. Très bien. Alors, Hassan Mouali, Crésus, la naissance d'un nouveau journal. D'abord, Mabrouk, Hassan, Crésus, site que vous venez de créer. Vous confirmez? Alors, voilà, tu me prends la perche, Jamal. C'est pas mon journal du tout. C'est pas mon journal. C'est pas un site. Il n'est pas nouveau. Il était hebdomadaire depuis 5 ans. Et là, il bascule depuis 1 mois ou 2 mois. Il bascule en quotidien. Mais je suis que directeur de la rédaction. Je ne suis pas propriétaire du site. Ah, d'accord. Le patron m'a demandé d'animer sa rédaction. Moi, j'ai décidé de chômer pendant 2 mois ou 3 mois et finalement, il m'a convaincu. Donc, voilà, j'essaie de monter une petite équipe, faire du journalisme plus ou moins objectif avec les moyens de bord. Mais pourquoi Crésus? Pourquoi Crésus? Ah, pauvre comme Crésus, comme dirait l'autre. Voilà. Mais généralement, c'est riche comme Crésus. Non, et pauvre comme Job. Parce qu'à la base, c'est un hebdomadaire économique. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il a intitulé comme ça. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il y a possibilité de changer le nom du journal. Mais c'est pas mon journal. J'aimerais bien en avoir un. C'est mon rêve de faire le journal. On aura fait de la publicité à votre employeur alors. Gratuite. Alors, Hassan. si tu permets. Oui, Hassan. Je voulais juste revenir à cette histoire de journée nationale de la liberté d'expression. Moi, ça me gêne terriblement qu'on parle de journée nationale de liberté d'expression alors que mes confrères proches et amis Abdelhaya Abdelsamir et Khaled Rani sont en prison. C'est éthiquement inacceptable, moralement inacceptable. Je ne sais pas comment le dire. Je suis très gêné et du coup, mes confrères qui participent à cette fête entre guillemets, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils me font de la peine, franchement. Ils me font de la peine. Au-delà du fait que c'est une fête, c'est un prix qui ont été institués par Bouteflika qu'on qualifie de chef de bande Aïssaba. Et finalement, on reconduit le même prix. Finalement, la Aïssaba, apparemment, elle fait de belles choses, entre guillemets, qu'on n'a pas supprimé. Deuxièmement, est-ce que réellement ces journalistes pensent qu'il y a une liberté d'expression? On n'a jamais vu une aussi grande régression dans le métier. Donc voilà, comment parler de journaliste professionnel? Est-ce que le journaliste professionnel, c'est celui qui joue la petite berceuse médiatique au pouvoir? C'est pas ça le journaliste. Le journaliste, c'est le témoin de sentence, le contre-pouvoir, c'est celui qui apporte la contradiction, c'est la voix des sans-voix, tout simplement. Donc on ne peut pas prétendre être journaliste quand on passe son temps à fricoter avec le pouvoir, avec tout ce qui arnaque le pays, comme par exemple défendre le Wali d'Oran qui a humilié une enseignante. Ça, c'est inacceptable. Un journaliste qui va défendre un Wali pareil, mais pas un journaliste. Voilà, le Premier ministre aujourd'hui, il a désavoué le Wali d'Oran. Donc voilà. Sinon, je ferme la parenthèse pour revenir au journalisme citoyen, comme l'a dit si bien notre amie Linda. Oui, bien sûr que c'est un plus. C'est un plus en ce sens qu'il y a des vidéos en temps réel qui sont diffusées. Donc, c'est une source. Oui, mais Hassan, justement, puisque vous parlez de cette enseignante, de la prise de position de Premier ministre, qui va entraîner un tollé dans toute la presse, on imagine, maintenant. Absolument. Mais au sujet de ce ministre qu'on vient de passer, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui vient de nous dire que pour la première fois, on a constitutionnalisé l'appel du 1er novembre, ce qui est faux. Ce n'est pas l'appel qui a été constitutionnalisé, mais c'est la journée qui a été captée pour faire passer un référendum scélérat. Mais sinon, Hassan, est-ce que les journaux, les journalistes, demain, vont s'emparer de ce qu'il a dit? C'est grave ce qu'il a dit. C'est très grave.
Bon, alors moi j'ai un mot pour qualifier ça, irresponsable. Un ministre, hein. C'est un ministre. Responsable de l'État, un ministre de la République. Et il l'a dit 2 fois. Il ne peut pas dire Zillet Lissen, il l'a dit 2 fois. Est-ce qu'il a l'acte de propriété de ce pays pour demander aux autres Algériens de foutre le compte de ce pays? Il n'a pas le droit, c'est irresponsable, c'est indigne d'un ministre de la République. Et là, ça me rappelle la petite formule malheureuse de Ammar Ibn Yunus quand il a dit c'est un peu ça. C'est le même registre. C'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Personne ne peut prétendre être plus patriote, plus algérien que les autres. Ce n'est pas parce qu'on critique le pouvoir, on est contre ses options, qu'on serait moins algérien que ce ministre. D'accord? Il y a 6 mois de ça, on n'a jamais entendu parler de ce ministre. Il était inconnu au bataillon, d'accord? Moi, je sais c'est le fils de l'ancien secrétaire général du ministère de l'Éducation, que je connais très bien, mais c'est indigne. Il faut qu'il y ait un self-control de la part de ces ministres. Il ne faut pas qu'ils disent n'importe quoi. D'accord? Il y a des Algériens qui les écoutent. Nous souffrons tous dans ce pays, mais non, rajoutez pas, s'il vous plaît. Merci. Pas. Voilà. Merci Hassan Mouali, merci Linda Abou, merci Mohamed Dioun Noren, merci Saad Bouakba, merci Mustafa Ben Jama, merci Fatah Titouche. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawal khair, bislama. Et pour l'occasion, je passe un très grand bonjour. Et je salue bien bas tous mes confrères qui sont réellement au charbon et qui ne craignent pas de s'exposer pour dire aux Algériens ce qu'ils doivent savoir. Qawal khair, bislama. وكاين القضاة اللي هما يعني يبشروا بوجود إن شاء الله مستقبل لدولة قانون في الجزائر، لأنه لما القضاة يعاودوا يرجعوا للشعب من خلال نظام عزلهم على الشعب على مدى سنوات وسنوات طويلة، فالآن الشعب يسترد في هذه المرحلة كل أطيافه، يسترد كل قطاعاته. تغطية متواصلة.